Bonsoir à tous, merci d'être ici. Alors, digitalisation, nouvelles technologies, ère numérique, intelligence artificielle, big et smart data, blockchain, entreprise 4.0, bref, pas un jour ne passe sans que l'on entende parler de ces termes. Alors, qu'en est-il vraiment? Qu'est-ce que la transformation numérique? Quels sont ses impacts sur les organisations, les modèles d'affaires, les modes de consommation et les relations commerciales? Pourquoi l'économie et la société s'en trouvent bouleversées aujourd'hui? Et comment l'entreprise peut y faire face? Sommes-nous vraiment prêts? Voilà les questions que nous nous sommes posées au travers de notre étude 2018, les défis des entreprises face à l'économie 4.0. Nous allons essayer ce soir de vous en exposer les principaux aspects et, je l'espère, de vous aider à mieux appréhender les enjeux de cette nouvelle ère. Pour commencer, accordons-nous sur le terme de la transformation numérique. En synthèse, il s'agit de la combinaison de plusieurs technologies digitales dont le cœur est la donnée ou data. L'enjeu consiste à accumuler, recenser et exploiter au mieux la donnée dans un but relationnel, commercial ou de productivité. À quoi correspond le 4.0, la quatrième révolution industrielle? La première remonte à la fin du XVIIIe siècle avec la machine à vapeur et la mécanisation. La deuxième arrive un siècle plus tard, apportant l'électricité, les télécommunications et la production de masse. La troisième révolution industrielle s'illustre avec l'informatique et les télécommunications au milieu du XXe siècle à peu près. Enfin, la quatrième mêle technologie et circulation de l'information ainsi que l'exploitation des données. Elle induit une nouvelle manière d'appréhender le monde, les relations entre individus, en faisant la part belle à la mobilité, le réseau, l'horizontalité, la rapidité et l'abolition finalement des frontières physiques. Aujourd'hui, le constat est sans appel. 7 entreprises sur 10 affirment que les technologies digitales jouent un rôle important dans leur modèle d'affaires. Cependant, 87% des sondés se considèrent comme des dinosaures sur le plan numérique. Il existe d'ailleurs, hélas, une corrélation directe entre l'âge et l'intérêt des entrepreneurs et le degré de digitalisation de leur société, en particulier dans les micro-établissements et dans les PME. 2 tiers des sociétés ne disposent pas de réservation de prestations en ligne, ce qui leur porte préjudice. En effet, qui n'est pas présent en ligne aujourd'hui, ou online, comme on dit, n'est tout simplement pas considéré ni visible aux yeux des consommateurs. Quels sont finalement les véritables avantages de cette digitalisation et quels en sont les freins? Ces avantages: la digitalisation accélère nettement les processus, abaisse les coûts de production et augmente la productivité. Le service en ligne permet bien évidemment la délocalisation physique, il est plus souple d'utilisation car mobile. Le consommateur est libre d'y accéder donc en fonction de ses souhaits et disponibilités. En parallèle, les nouveaux outils intègrent et augmentent la flexibilité de production et la rapidité de réaction. Enfin, la relation commerciale est personnalisée car les besoins du client peuvent être précisément identifiés et ciblés. L'offre commerciale est donc adaptée en fonction des communautés d'intérêt des consommateurs qui sont ainsi mieux fidélisés. Pourtant, les freins à la digitalisation existent et sont bien réels. Le passage aux nouvelles technologies est très onéreux, il est complexe. Il nécessite en outre la formation des collaborateurs, ce qui fait peur à de nombreux dirigeants, et d'autres paramètres comme la sécurisation des données face au piratage grandissant dont vous entendez parler avec la cybercriminalité notamment, l'exploitation d'informations relatives à la sphère privée avec l'arrivée notamment de la RGPD et le risque de contrefaçon, par exemple avec l'imprimante 3D, paralyse souvent les velléités des entrepreneurs. En matière de transition numérique, faire comme les autres, parce que c'est dans l'air du temps finalement, est inutile et coûteux. Mais ne rien faire est handicapant, voire suicidaire. Alors que faire finalement?
Eh bien, comme dans tout, il faut trouver le juste milieu et faire appel à son bon sens. 10 étapes, on va vous les proposer, sont nécessaires à une transition digitale réussie. Première étape, poser un diagnostic et faire l'état des lieux de son organisation. Quelles sont ses activités, ses postes clés, quels sont ses processus, ses canaux de distribution, ses canaux de communication avec, pour la relation clientèle et fournisseur. Deuxièmement, se poser la question de l'utilité d'une transformation et de l'apport potentiel de la numérisation. Troisième réflexion, quels objectifs veut-on atteindre avec ces nouvelles technologies? Est-ce que c'est la visibilité pour les clients? Est-ce que c'est l'automatisation des processus internes? Est-ce que c'est l'amélioration des relations avec les fournisseurs ou d'autres choses? Ne pas partir bien en tête, mais se poser ces questions. Quatrième étape, créer une équipe dédiée qui implique à la fois la hiérarchie et les collaborateurs. La hiérarchie doit être convaincue, elle doit être formée comme les collaborateurs, échanger avec ses pairs, ses clients, ses partenaires externes, voire mutualiser les ressources dans certains cas et les connaissances en travaillant de manière interdisciplinaire. Cinquième étape, analyser les données et les processus très précisément de son entreprise, soit les éléments centraux de la numérisation afin de savoir ce qui peut être amélioré. Sixièmement, être attentif au timing d'implémentation. Les transformations devront être opérées au bon moment, ne pas se précipiter. Septième élément, ne pas traiter la transformation digitale comme un simple projet informatique ou technologique. Il s'agit avant tout d'un changement organisationnel, culturel, voire stratégique dans le traitement, le développement et l'approche commerciale. L'état d'esprit est fondamental. Il faut être ouvert au changement pour progresser. Huitièmement, avancer de manière prudente et incrémentale, c'est-à-dire petit à petit, en mesurant l'impact de chacun de ces changements. Il faut prendre le temps nécessaire dans la conversion, en commençant par des choses simples. Calcul des prix de revient, logiciel d'optimisation des processus, gestion des relations clients-fournisseurs. Ça va dépendre finalement de chaque secteur d'activité. En neuvième lieu, et c'est là que le bât blesse, souvent il faut accorder suffisamment de ressources financières, humaines et technologiques pour obtenir une solution tangible et viable. Dixième étape, enfin, une fois la transformation effectuée, on devra maintenir et faire évoluer les systèmes en formant les équipes de manière continue. Ça ne s'arrête pas là. La digitalisation fait référence à une série de technologies. Alors, quelles sont-elles? On ne présentera plus les traditionnels canaux web, tels que les sites Internet, les réseaux sociaux. Les premiers sites Internet se doivent être responsive, ça veut dire qu'ils doivent être lisibles sur tous les supports, téléphone mobile, PC, tablette. Les seconds, les réseaux sociaux de type Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, par exemple, visent à réunir les communautés d'utilisateurs qui ont les mêmes centres d'intérêt. La véritable solution ou révolution résulte dans les données, ou plutôt les mégadonnées appelées Big Data. Elles désignent l'ensemble des données numériques et leur volume ne peut pas être géré de manière humaine. Donc l'ensemble de ces données, dans un système classique, sont difficilement exploitables. Leur volume est géré donc par des systèmes liés aux nouvelles technologies. La valeur du big data réside dans le stockage, le recensement, l'exploitation et la mise à jour surtout des informations. Ces dernières aussi aujourd'hui vers le smart data, soit la donnée intelligente. Comprenez les informations brutes auxquelles on donne du sens pour servir une cause et pour les rendre exploitables dans la vie quotidienne à des fins d'efficacité et de productivité. Les smart data nous aident à analyser des situations, anticiper les risques en se basant sur des statistiques, sur des enregistrements passés dans des domaines tels que la médecine ou l'agriculture par exemple. Autre technologie, les objets connectés de type bracelet connectés sur vos pas, certains en portent, connectés sur votre rythme cardiaque qui captent les données du monde physique pour les stocker et les interpréter virtuellement.
Et grâce à eux, ces données peuvent être évaluées et des diagnostics effectués en temps réel. On en parle depuis le siècle dernier, mais l'intelligence artificielle a gagné ses lettres de noblesse. Elle désigne l'ensemble des techniques combinées pour réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Elle varie de la simple automation de processus à ce qu'on appelle l'insight cognitif, qui ouvre la porte à l'interprétation du sens des mégadonnées, jusqu'à l'engagement cognitif, qui met en scène par exemple des agents dits intelligents de type chatbox. Ce sont des agents conversationnels, peut-être certains d'entre vous y ont eu affaire dans des sociétés tertiaires qui sont online. Ce sont des logiciels qui sont programmés pour simuler le langage naturel. Ils sont souvent utilisés donc pour les services de support en ligne. Plus généralement, le machine learning ou apprentissage automatique est un champ d'étude de l'intelligence artificielle basé sur des approches statistiques pour donner aux machines la capacité d'apprendre par elles-mêmes à partir de données en résolvant au fur et à mesure, donc peu à peu de manière autonome, des tâches qui ne sont pas programmées à la base dans leur circuit. Quid du fameux blockchain, cette chaîne de blocs qui est une technologie de stockage ainsi que de transmission d'informations en réseau, sans organe de contrôle ni centralisation. Comme une toile d'araignée virtuelle, cette base de données numérique est partagée entre de nombreuses parties prenantes qui peuvent y réaliser des transactions sans intermédiaire. La transaction est confirmée à la majorité des acteurs dits miners ou mineurs, qui constituent des blocs qui garantissent les transactions. Les transactions se font en temps réel, en transparence, elles sont tracées, signées et certifiées par les acteurs de la chaîne. Ce qui les rend, du fait du nombre de ces acteurs, difficilement falsifiables. Ces acteurs ne se connaissent pas entre eux. Les crypto-monnaies, les ICO et les smart contracts fonctionnent selon ce principe. Autre innovation, les technologies immersives qui mixent réalité virtuelle et augmentée en simulant un objet ou un environnement. Vous avez probablement vu ça sur la tête de vos enfants. Les jeux vidéo, les casques de réalité virtuelle en sont des exemples. On les utilise aussi dans l'industrie ou en architecture, en construction, pour des prototypages. Elles sont de formidables outils d'éducation, de simulation et de mise en situation pour des maquettes, par exemple, notamment, ou des environnements qui sont recréés de manière virtuelle. La robotisation, quant à elle, paraît presque désuète au troisième millénaire, mais elle a considérablement évolué. On est passé d'automates capables de réaliser des actions programmées, précises, rapides et répétitives, utilisées principalement dans l'industrie, l'automobile par exemple, à des robots aujourd'hui dits collaboratifs, fabriqués avec des matériaux d'abord beaucoup plus souples et qui interagissent avec des êtres humains pour des tâches particulières un peu plus fines. On a vu naître le robot japonais Pepper, que vous voyez ici sur l'image à droite, dont le comportement et les mimiques s'approchent des réactions humaines et qui est utilisé principalement dans le service tertiaire. Et puis récemment, Sophia, un des robots humanoïdes les plus aboutis, vraiment troublant de réalité avec ces nanocapteurs. Je vous encourage à aller regarder sur YouTube. Sophia, vous verrez, c'est spectaculaire. Autre invention qui est aussi spectaculaire, vous voyez sur l'image l'hamburger et les frites, c'est l'impression 3D qui est conçue pour convertir un modèle numérique en objet physique en 3 dimensions en procédant par adjonction de couches de différents matériaux. Très souple, très précis, ce procédé permet de fabriquer des objets irréalisables autrement à des coûts modestes et des supports variés, notamment pour la médecine, les appareillages auditifs qui peuvent être personnalisés à son porteur. Les drones, enfin, ou faux bourdons en anglais, désignent des aéronefs sans pilote, souvent télécommandés, qui sont utilisés à des fins privées, commerciales ou par les forces armées, il faut bien le dire aussi. Très agiles, ils permettent la collecte de données, l'analyse, la surveillance, l'analyse à distance aussi des bâtiments, de champs dans l'agriculture pour surveiller un peu les récoltes.
et pour les cartographies notamment. Voilà pour, disons, les principales innovations technologiques, mais il y en a des tas et des tas, on pourrait passer la soirée à les dénombrer. Ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, ce n'est pas la technologie ou ces technologies en soi, c'est la combinaison de ces différentes technologies au service de l'homme qui ouvre le champ des possibles dans l'offre des entreprises aujourd'hui et qui révolutionne le modèle social ainsi que la relation de l'homme avec la machine. Ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup et dont on parlera encore ces prochaines années. Et ça fait évoluer aussi également les relations des hommes entre eux. Il ne faut pas avoir peur du progrès. De tout temps, on a parlé de ces révolutions industrielles. Chaque fois, on parle de disruption, mais finalement, c'est une évolution. Il ne faut pas avoir peur du progrès. Il faut s'informer, comprendre et se former. C'est en apprenant, quand on sort de l'ignorance, qu'on laisse tomber aussi ses craintes. Et ces innovations sont là, finalement, pour faire en sorte que les entreprises s'adaptent à un monde qui évolue et les aider à perdurer sur le marché. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Madame Ries pour la deuxième partie.